Un certain nombre de faiblesses du droit humanitaire international, des faiblesses qui sont en grande partie consubstantielles à ce droit humanitaire international. C'est-à-dire que c'est parce qu'il s'agit de droit, parce qu'il s'agit seulement de droit, et qui plus est de droit international, que certaines des choses qui viennent de vous être décrites se produisent en dépit des progrès évidents qui existent par ailleurs. Et alors c'est cet aspect consubstantiel des faiblesses qui ont commencé à être signalées et dont vous entendrez vraisemblablement parler toute la journée et aussi demain, que je voudrais insister. Je le ferai en 3 temps, ce qui n'est pas habituel dans le cours de droit. Un premier temps, je voudrais caractériser la source générale de ces faiblesses. C'est du droit et du droit international, et ça n'est que ça. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais montrer comment ces faiblesses s'étalent sous nos yeux, et dans un troisième temps, révéler non, mais insister sur des manifestations pas tout à fait classiques de cette faiblesse consubstantielle du droit humanitaire. Alors pourquoi la nature fait-elle que cet instrument essentiel au maintien de la paix, voire à son établissement, se révèle-t-il faible? Ben c'est d'abord parce qu'il s'agit de droit. Il faut bien réaliser que le droit n'est jamais qu'un discours normatif, c'est-à-dire fait de règles de comportement, destinées à être suivies. La vocation de ce discours normatif, qui est comme un voile tendu sur la réalité, c'est de diriger en partie cette réalité, c'est d'orienter les comportements. Et ceci ne peut être fait simplement en contemplant le texte du discours. Ça suppose une activité d'interprétation, d'adaptation aux circonstances concrètes, une activité qui est l'œuvre de professionnels, les juristes que nous sommes. Et cette activité n'est efficace, relativement efficace, qu'à condition que ce discours normatif développé par les juristes puisse être tenu dans des enceintes de justice. C'est-à-dire que le corps des règles n'a vraiment de portée utile qu'à condition d'être mis en œuvre par des tribunaux. Et le discours juridique, le final, c'est celui que tient le juge, pas n'importe lequel d'ailleurs, celui qui a le dernier mot sur une question, le plus haut dans la hiérarchie, le cas échéant, et qui peut ordonner. Alors ensuite, le problème qu'on avait au départ peut se reposer quand il s'agit de savoir comment exécuter sa décision, mais enfin sur le plan du droit, il y a deux choses absolument fondamentales. Et la première étant en réalité l'existence du juge. Et c'est le juge qui donne vie aux règles et qui les développe et, le cas échéant, les invente. Alors il faut bien voir que ces règles ont une origine qui est tout de même extrêmement politique. C'est le résultat de compromis, de rapports de force. Jusque dans l'enceinte de justice, le juge lui-même n'est pas un être désincarné. Les juristes qui parlent devant lui, qui le font agir, ne sont pas des vestales. Et ça, c'est une première cause de faiblesse consubstantielle de tous les systèmes juridiques. Et alors, malheureusement, le droit humanitaire n'est pas n'importe quel système juridique, il fait partie du droit international.
Et le droit international, il faudrait ajouter public pour être bien précis, a cette particularité qu'il est essentiellement le produit de rapports de force entre États souverains et que, d'autre part, il pêche sur le plan de la mise en œuvre juridictionnelle. La justice internationale a fait de très grands progrès, en particulier en matière pénale, mais elle est encore embryonnaire. Dans quantité de situations, le plus grand nombre des situations qui intéressent le droit humanitaire international, on peut tenir tous les discours de la terre, faire tous les rapports. Il n'y a pas de juge à qui on puisse s'adresser pour valider ce discours et le légitimer et prescrire les sanctions nécessaires. Ça, c'est l'une des faiblesses dont vous avez vu à l'instant, vous avez pu entendre, les principales manifestations. Alors, deuxième temps de la valse, je vais passer en revue rapidement, mais très rapidement, parce que ce serait double, triple ou quadruple emploi avec ce qui sera dit au cours de cette conférence. Je vais passer en revue les manifestations classiques, connues, bien analysées de cette faiblesse consubstantielle qui vient du fait qu'un corps de règles doit être porté devant un juge. Il y a d'abord des faiblesses qui tiennent au contenu des règles elles-mêmes, qui sont, encore une fois, le produit de rapports de force entre États dans lesquels s'insèrent des organisations humanitaires qui utilisent une opinion publique internationale qui n'est pas toujours extrêmement efficace. Et alors, le contenu de ces règles, tantôt se développe. Il y a eu une grande période sur laquelle M. Hessel vous a donné quelques lumières, pendant lequel le progrès a dominé. Et puis nous sommes actuellement, malheureusement, dans une période de relative régression, dont vous avez une illustration avec la comparaison entre les dispositions du protocole 1 de 77 concernant la protection des populations civiles et puis les dispositions correspondantes du statut de la Cour pénale internationale. Là, on n'est pas en train de progresser. Et on voit très bien que c'est la patte des États, pas n'importe lesquels d'ailleurs, qui a en quelque sorte châtré les dispositions du protocole de 77. Et il faut ajouter qu'il y a dans la nature même des règles de droit humanitaire, comme toutes les règles de droit, des dimensions dont il faut se méfier. En particulier, un caractère réducteur des concepts de base. Le droit humanitaire, le droit international pénal, a défini par exemple le crime de génocide. Ce crime de génocide correspond, vous connaissez tous la définition, mais la notion juridique peut être plaquée sur quantité de réalités extrêmement différentes. Il faut prendre garde que l'essentiel se trouve au niveau de ces réalités. On ne peut pas mettre dans le même sac la Shoah, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Arménie, à une époque où d'ailleurs la notion juridique n'existait pas. Il faut donc aller au-delà de ce qui est spécifiquement juridique et malheureusement, on ne le fait pas toujours. On ne le fait pas toujours et c'est dommage parce que pour lutter contre ces horreurs, il faut aller à la réalité et ne pas s'arrêter aux concepts juridiques. Le caractère réducteur de ces concepts se manifeste aussi dans le fait que, par exemple, les crimes de guerre incontestables commis par une population agressée qui se défend avec les moyens du bord et pas toujours très proprement, même souvent très salement, sont mis sur le même plan que les crimes massifs commis par l'agresseur. Vous avez une illustration toute récente avec le rapport extrêmement intéressant et volumineux de M. Goldstone sur ce qui s'est passé à Gaza. M. Goldstone relève
très justement qu'il y a eu des crimes de guerre commis par l'armée israélienne et qu'il y a eu des crimes de guerre commis par les militants du Hamas, parce que tirer sur des civils, ça n'est pas conforme au droit. C'est un crime de guerre. Et si vous avez entendu ce qui se dit dans les médias, vous constaterez que c'est mis sur le même plan. Or, il est évident, et même quand on lit le rapport, ce que je n'ai pas fait tout à fait, parce qu'il y a 600 pages, et c'est arrivé avant-hier, mais dans le rapport, on ne les met pas exactement sur le même plan. Il n'empêche que le caractère réducteur de la catégorie crime de guerre opère son effet politique dans l'opinion publique qui n'a pas le temps de lire les rapports de 600 pages. On a tendance à aligner les uns sur les autres. Alors d'autres faiblesses tiennent évidemment à l'absence de justice internationale capable de statuer dans la plupart des cas où le droit humanitaire devrait être respecté. À cet égard, il faut ajouter, je n'insisterai pas sur ce qui a été très bien dit, puisqu'il sera redit éventuellement plus tard, en ce qui concerne les tribunaux internationaux, la Cour pénale internationale, dont le statut n'a pas été adopté par les États, certains des États les plus puissants, les tribunaux spéciaux qui sont quand même extrêmement sélectifs, le fait qu'il y en ait un pour l'assassinat de ce pauvre monsieur Hariri, mais pas pour l'assassinat des milliers de civils libanais tués en 2006. Il faut ajouter que les juridictions nationales ont également vocation à appliquer le droit humanitaire international. Et alors, cette compétence des juridictions nationales présente à la fois des avantages, c'est que l'action devant les tribunaux de certains pays au moins n'est pas toujours exclusivement réservée aux autorités publiques, mais que des particuliers, des ONG, des victimes peuvent déclencher une procédure. Puis il y a des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que ce ne sont guère que des sous-fifres qui peuvent être jugés par les juridictions nationales, parce que devant elles, quand vous avez des personnages de rang ministériel ou autre, l'immunité joue. Il y a un autre inconvénient, c'est que la compétence de ces juridictions nationales est étriquée. Elle est généralement liée à la nationalité, soit des victimes, soit des auteurs. Alors bien sûr, on a vu se développer ce qu'on appelle la compétence universelle des juridictions nationales, c'est-à-dire une vocation que se donne l'État national à juger les atteintes graves aux droits humanitaires commises n'importe où par n'importe qui. Alors ça pourrait être un relais intéressant à l'absence de justice internationale. Malheureusement, là, vous voyez la perversité des choses et les manifestations de rapports de force. Le royaume de Belgique, qui s'était mis en flèche, a dû abandonner sa loi de compétence universelle sous la pression essentiellement des États-Unis. Le royaume d'Espagne, il y a beaucoup de couronnes dans ce système. Le royaume d'Espagne, qui a une loi de compétence universelle extrêmement intéressante et large, est en train d'en rabattre sous la même pression. Et la République française, qui avait prévu des dispositions dans le cadre de la mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale, est en train, je ne sais pas où ça en est, c'était quelque part entre le Sénat et l'Assemblée, est en train d'adopter des dispositions qui annihilent complètement cette règle de compétence. Donc, là encore, vous avez des faiblesses consubstantielles qui se manifestent. Et puis alors, il y a, dernier temps de ma valse, des faiblesses qui tiennent au fait que pour que le système fonctionne et soit efficace, il faut qu'interviennent mes semblables, mes frères juristes. Et l'hérédité de cette volaille est particulière.
il faut aller aux origines pour bien comprendre que nous sommes une forme laïcisée d'ecclésiastique. Nos ancêtres, ce sont les prêtres des différentes religions du livre. Des gens dont l'histoire montre qu'ils étaient capables, et nous le sommes encore, de faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe quel texte. Quand je dis n'importe quoi, attention, de dire ce qui est important pour celui qui tient le discours. Et par conséquent, le rôle des juristes consiste, alors quand ils sont du bon côté, à tenir des raisonnements qui développent le droit humanitaire dans le sens logique, protecteur, répressif des crimes internationaux. Mais quand nos semblables sont de l'autre côté de la barre, ils développent exactement le même type d'intelligence et de logique pour réduire le champ du droit international humanitaire. Et il y a des manifestations contemporaines de cette activité qui sont particulièrement, alors je ne peux pas dire perverses, parce que techniquement c'est impeccable. Et c'est là qu'est le danger. Et c'est là qu'il faut se garantir, se méfier et réagir. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire que le droit c'est de la merde, ça ne sert à rien, on fait autre chose, on prend la Kalachnikov ou la grenade à fragmentation. Il s'agit d'abord d'aller toujours regarder les réalités de fait derrière le discours abstrait et normatif et réducteur, et ensuite être plus malin et meilleur juriste que les gens d'en face. Alors, cet aspect des choses n'a pas été suffisamment, à mon avis, analysé jusqu'à présent, mais il y en a quelques manifestations que je tiens à votre disposition. J'en prendrai deux exemples qui viennent l'un et l'autre d'ailleurs des États-Unis, phare du monde, comme vous le savez. Le premier exemple est tiré des mémorandums qui ont été publiés en avril de cette année et qui sont au fond des consultations demandées par la CIA au service juridique du ministère américain de la Justice sur le thème de la torture. Les agents de la CIA qui ont des préoccupations juridiques, des soucis de légalité, ont soumis au service juridique du ministère de la Justice américain, fédéral, une liste de traitements dont ils demandaient s'ils pouvaient et comment ils pouvaient être légalement pratiqués, ou d'autres termes, comment on pouvait contourner les règles à la fois nationales et internationales. Alors je vous passe le détail, les traitements en question sont échelonnés sur une échelle qui va de la paire de claques à la noyade simulée, en passant par toutes sortes de gracieusetés, comme par exemple l'enfermement pendant un certain nombre d'heures dans une caisse avec un insecte qui pique. Et cet ensemble de traitements qui ont été soumis à l'expertise du ministère de la Justice. Alors, il y a une série de questions qui ont été posées. D'abord, premier rapport, peut-on se servir d'un de ces types de traitements sans qu'on tombe sous l'accusation de pratiquer la torture? Puis, deuxième type de question faisant l'objet d'un autre mémorandum, si on les applique simultanément tous, ou bien est-ce que, et puis troisième, quatrième, est-ce que la Convention contre la torture de 84 n'est pas un peu embêtante? Est-ce que le 8e amendement de la Constitution, qui prévoit qu'on ne fait pas ce genre de choses, n'est pas gênant? Voilà. Alors, vous avez des réponses, je vais vous pas tout vous lire, mais je vous conseille la lecture de ce petit bouquin qui est tout à fait intéressant, Technique d'interrogatoire à l'usage de la CIA, préface de Jean-Pierre Perrin, paru aux éditions des Équateurs en mai dernier. Alors, le problème qu'affrontaient d'abord les braves gens de la CIA,
c'était que l'article 2340A du Code des États-Unis condamne comme criminel toute personne qui ayant à l'extérieur des États-Unis, qui a commis à l'extérieur des États-Unis, commis ou tenté de commettre un acte de torture. Et le texte définit la torture, un acte perpétré par une personne sous couvert de la loi, destiné spécifiquement à infliger une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou psychologique à une personne sur ça, etc. Et alors, vous avez d'admirables développements des experts juristes, et je vous certifie que juridiquement, c'est parfait, pour expliquer d'abord que pour tomber sous le coup de cet article 2340, il faut avoir intentionnellement infligé une souffrance aiguë, et ils analysent, il y en a des pages et des pages, minutieusement les différents traitements, et vous démontrent que, bien sûr, il en résulte un grand inconfort, une inquiétude certaine, mais une souffrance aiguë au sens de, et en avant les dictionnaires, etc., pas question. Donc, déjà, l'une des conditions mises à l'interdiction de ces traitements est pas réalisée, vous pouvez y aller, camarades. Et puis surtout, les gens qui infligent ça n'ont pas essentiellement l'intention d'infliger une souffrance. Tiens, ils cherchent autre chose. Ils ne torturent pas par plaisir. Et alors, vous pouvez lire dans le rapport, suivant les informations que vous nous avez fournies, ce sont des thèmes, style de consultation juridique parfait, nous croyons que ceux qui exécuteront ces procédures n'auront pas l'intention spécifique d'infliger une douleur ou une souffrance physique aiguë. Ils n'ont pas l'intention, ils en ont une autre, c'est parfait, on peut y aller, d'ailleurs on y est allé. Dans d'autres passages, on vous explique par exemple que le 8e amendement de la Constitution qui interdit les traitements, les châtiments cruels ou exceptionnels ne peut pas être appliqué dans le cas de la torture infligée par exemple à Guantanamo ou à Abu Ghraib, parce que selon une jurisprudence constante de la Cour suprême, le 8e amendement ne s'applique pas tant que la culpabilité n'est pas établie par un jugement. Ah, eh bien, vu que les détenus de haute valeur sur qui la CIA pourrait employer ces techniques avancées d'interrogatoire n'ont été reconnus coupables d'aucune infraction, les dispositions du 8e amendement ne sont manifestement pas pertinentes ici et vous pouvez y aller. Et ce genre attention, ce genre de saloperie n'est pas du tout illégitime. C'est du très bon raisonnement juridique. Alors il y a, et je terminerai par là, excusez-moi, je suis plus long que prévu, il y a d'autres manifestations de l'art pervers de mes semblables, notamment du point de vue strictement militaire. Les Américains ont tout à fait récemment défini sous le terme de lawfare, par comparaison avec le terme de warfare, une pratique qui consiste à utiliser le droit comme une arme de guerre. Il s'agit plus exactement de développer toutes sortes de recherches permettant de contourner les règles en question. Et il y en a deux sortes de manifestations à propos notamment de ce qui s'est passé à Gaza de la part de l'armée israélienne. Les experts juridiques de l'armée israélienne, qui sont les petits frères des experts juridiques de l'armée américaine, ont remarquablement étudié le droit humanitaire et ils ont développé deux sortes de raisonnements. Alors l'un est spécifique pour Gaza, l'autre est beaucoup plus général. Le premier, celui qui est spécifique à Gaza, concerne les populations civiles et consiste à dire ceci: la population civile doit être avertie
des risques qu'elle court si elle ne se met pas à l'abri. C'est admirable s'agissant d'une population civile qui, dans le cas particulier de Gaza, était littéralement enfermée, prisonnière. C'est une première dans l'histoire militaire. On les bombardait, ils ne pouvaient pas se sauver, alors que d'habitude, les populations civiles s'échappent comme elles peuvent. Au Liban, en 2006, c'est sur les routes qu'on les flinguait, parce qu'ils quittaient leur village qui était bombardé. À Gaza, pas qu'à. Mais alors, ces populations ont été effectivement averties à Gaza par un grand luxe de tracts, de coups de téléphone, de SMS, de messages sur les portables quand ça fonctionnait, et même par une technique tout à fait spécifique, sui generis, qui s'appelle frapper au toit, comme on frappe à la porte. On envoie sur le toit d'une maison une munition qui n'est pas d'explosif. Ça fait quand même quelques dégâts sur les tuiles, ça fait un grand bruit, et c'est l'avertissement, ça veut dire décaniller. Et alors, lorsque à partir du moment où on a averti les populations par ces différentes méthodes, alors on peut y aller tranquillement. Voilà ce qu'explique un officier de la division du droit international à un journaliste israélien. Les informations viennent de l'État d'Israël. Les personnes qui vont dans une maison en dépit d'un avertissement ne doivent pas être prises en compte en termes d'atteinte à des civils, puisque ce sont des boucliers humains volontaires. Bon, je laisse cette formule à votre réflexion. Puis il y a, entre autres, un deuxième thème important de réflexion des experts militaires, tant américains qu'israéliens, et vraisemblablement aussi français, parce que je ne vois pas pourquoi il ne serait à mettre à part, en ce qui concerne les règles coutumières. Nous autres juristes, nous avons appris, puis nous apprenons au reste du monde, que la coutume comporte deux éléments fondamentaux. C'est une pratique, généralement suivie, et c'est la croyance que cette pratique est conforme au droit. Et l'ensemble, ça fait une règle coutumière internationale. Alors, disent les juristes militaires, si on modifie la pratique, et qu'on la fait plus ou moins accepter, mais l'acceptation résultera de la multiplication des applications de cette pratique, eh bien on changera la coutume. C'est ainsi, par exemple, que les assassinats ciblés, qui ont jusqu'à présent toujours été considérés comme très discutables sur le plan du droit international humanitaire et même du droit tout court, eh bien, en se multipliant, doivent aboutir à la légalisation de ce comportement. Alors, voilà l'essentiel de ce que je voulais raconter. Encore une fois, il ne faut pas considérer que pour autant, le droit humanitaire ne vaut rien. Je crois qu'il faut au contraire se battre pour le défendre, mais se battre en connaissant les armes de l'adversaire qui est en réalité le frère de nous autres juristes voués au développement du droit humanitaire. Il faut donc essayer d'être meilleur, si je puis dire. C'est un programme un peu vague, ça je le reconnais.